Recording is on. Salut à tous, c'est Ponk de la chaîne, bienvenue sur cette vidéo qui aujourd'hui continue notre cheminement sur la méthode Silva avec Lee. Et aujourd'hui, on va vous parler de la session de partage qu'on a eue avec Ed hier. Et alors, j'ai trouvé qu'il y avait un mieux, hein, tu as vu qu'il commençait à écouter les réponses, les questions et nous donner des réponses qui sont un peu plus focus, ce qui fait que ça commence à devenir assez chouette parce qu'un peu plus interactif. Qu'est-ce que toi, tu as retenu globalement là, de ce qu'il nous a partagé hier? Alors, hier, on a parlé notamment de la vie quotidienne qu'il pouvait avoir à bosser avec la famille Silva et avec José. On a parlé aussi de la méthode Silva et le fitness, le sport, le bien-être physique, etc. Et puis à la fin, il nous a montré, je vous ferai des partages d'écran parce que j'ai pris des screenshots de différents manuels. D'ailleurs, ça, on va peut-être en reparler parce que je pense que tu vois, par exemple, le manuel de vente, ça pourrait être sympa de l'avoir. Tu as vu le gros manuel qu'il a. S'il pouvait aussi le scanner, ça pourrait être bien pour nous de l'obtenir. Absolument. Du manuel pour les entrepreneurs ou il y a plusieurs énormes manuels à part le manuel pour les étudiants. Ce que moi j'ai quand même parce que en fait, j'étais déjà très intriguée de savoir que ce manuel n'a existé que depuis 86. Donc moi, quand je suis arrivée en 88, moi je croyais que c'était le manuel depuis très longtemps, mais non, en fait, avant ça, c'était juste des pages séparées. Donc c'était fascinant de vraiment entendre les changements parce que c'est ça. Et il est arrivé quand la méthode Silva était vraiment à son summum et tout le monde voulait le faire. Il a vu toutes les différences qui sont arrivées depuis. Et ça, je trouve que c'est assez génial. Alors attends, j'essaye de retrouver, parce que j'avais pris des captures d'écran. Je vais tenter de les partager en même temps pour que ce soit sympa pour tout le monde. Alors, la capture d'écran, je l'ai ici. Il faut que je revienne là. Ok, alors hop. Donc, hop, je me retrouve. Voilà. Donc, je vais faire un partage d'écran. Comme ça, on va trouver et on va pouvoir en parler. Donc, hier, Ed nous a partagé des vieux documents parce que je lui avais demandé en question est-ce que tu as tes anciens manuels, les plus anciens que tu as, etc. Et il est arrivé à partager celui-ci. Alors, je vais tenter. Voilà, ça, avant, c'est ce qu'on avait avant qu'il y ait le manuel en tant que tel. Donc, il y avait vraiment cette notion où c'était qu'une fiche. Et il me disait, c'est que des points. Find the comfortable position, blabla. Et tu avais 3 ou 4 pages par jour, comme une sommaire de ce que tu avais fait dans la journée. Ouais. Exactement. Et c'est ce qui me montrait. Donc, c'était avant, on n'avait pas de manuel en tant que tel. On n'avait vraiment que des fiches. Et c'est à partir de 86 qu'il a commencé à y avoir un manuel complet comme on peut le connaître aujourd'hui. Ça aussi, c'était sympa. Toute cette notion avec les différentes images qu'ils avaient initialement dans les manuels, qu'ils ont mis après dans les manuels. Hop. Alors bon, on va revenir sur tout ça, mais ça c'est sympa aussi. Il y a le diplôme de José. Hop. Alors c'est ça qui nous a un peu que j'ai trouvé assez génial, c'est tous ces partages-là. Donc, il nous montrait les anciens manuels. Ce que je trouve marrant, tu sais quand est-ce qu'ils ont enlevé Stress Control? Parce que ça, je trouve que c'était génial d'un point de vue Mind Development and Stress Control. Tu te souviens quand est-ce qu'ils l'ont enlevé, ça, de la méthode Silva, ou en tout cas pour les manuels? Moi, je connais des gens qui l'appellent toujours Stress Control, parmi autres choses, bien sûr, pas simplement ça et rien d'autre. Mais ça, en fait, c'est le manuel que moi j'ai eu en 1988. C'est celui-ci que tu as eu, toi. Ouais. Il est toujours dans très grand manuel et effectivement, comme tu dis, Mind Development. Mais ils avaient déjà changé, tu vois, parce qu'avant, c'était Mind Control. Ouais, exactement. Si tu avais un manuel avant ça, même si tu avais fabriqué toi-même la couverture et tout ça, c'était Mind Control. Ouais. Alors, ah oui, là, c'était celui qu'il a eu de dédicacé. Ouais. Hop. Alors, ah oui.
Ça, c'était c'était le classeur qui montrait. Ça, c'était peut-être un peu plus ancien. T'as vu ça? American Dynamic Meditation System. C'est intéressant, ça. Ouais. C'est des noms qu'on n'exploite plus du tout aujourd'hui. Hein. Hop, qu'est-ce qu'il y avait? Ah, alors ça, c'est réussi, non. Tu as vu, c'est A Decade of Convention Lecture et les publications. Alors ça, on a la chance de on va peut-être l'avoir en scanné et on vous en parlera. C'est donc la décennie des présentations qu'il y a eu pendant les conventions. Et Ed nous demandait si on voulait l'avoir en numérisé. Et je pense que ça, c'est un excellent. C'est excellent de pouvoir l'obtenir ou l'avoir. Qu'est-ce qu'il y a? Alors après, voilà, moi, tu vois, je pense que tous ces manuels-là, ils peuvent être intéressants à lire. En tout cas, à voir ce qu'il y avait dedans, Business Basic Lecture. Sales Lecture. Ed n'était pas responsable pour ça parce qu'il n'était pas content avec ce qu'ils avaient fait. C'est ça. C'est exactement. Attends, c'est sur lequel qui nous a dit ça? Business. Non, c'est sur Metaphysics. Sur celui-ci, il a dit qu'il n'était pas du tout satisfait parce qu'il trouvait que c'était pas du tout. Metaphysics, en fait, il disait que c'était c'était pas du tout populaire, ça n'a pas vraiment attiré le public parce que c'était une façon. Qu'est-ce qu'il a dit? C'était une façon de l'enseigner de façon spirituelle, quoi. Il disait que oui, c'est plutôt quand même séculaire, comment dire, laïque, séculaire. C'est ça, je pense que là, et il a raison, la méthode Silva a tellement tenté de montrer que c'était un truc que tout le monde pouvait faire, que revenir sur un rapport plus métaphysique, ça a dû perturber les gens. Et ça, d'ailleurs, ils ne l'ont pas fait longtemps, d'après ce qu'il nous disait. Non, tac. Après, ah oui, alors ça aussi, ça peut être sympa. Et toutes les histoires, les success stories qu'il y a eu l'année 96. Ça, je trouve ça assez top. Ah, puis ça, à la fin, on le voit pas bien. Je sais pas si je peux augmenter. Là, c'est les notes qu'il a pris directement de José. Oui. C'est les dernières notes qu'il a pris parce qu'il est parti 3 jours plus tard. Alors attends, non, j'ai que ce côté-là. Parce que de ce côté-là, je crois, là on verra pas, mais de ce côté-là, il y avait écrit The Chief. Parce que c'était comme ça que José était appelé apparemment à l'époque quand il travaillait avec la famille de façon générale. Donc j'ai trouvé que c'était assez sympa. Cette photo, il nous l'a renvoyée hier aussi. J'ai trouvé que c'était très chouette. Donc ça, c'est le premier. Il expliquait que c'était le premier article qui est sorti sur la méthode Silva. Et c'était dans un journal féminin, Women. Qu'est-ce qu'il y avait de sympa? Celui-ci, donc, il nous expliquait que c'est un journal qui a été au niveau national et c'était un supplément du journal qui avait été distribué apparemment en même temps. Donc, c'est là où on se rend compte à quel point la méthode Silva, ça a été quelque chose d'énorme. Parce que ce qu'il avait dans les mains là, c'était pas qu'il faisait c'est pas des haltères. C'était ce qu'on appelle un stimulator et c'était une très comment dire, c'était une forme de ce qu'on appelle aujourd'hui TENS, qui est une stimulation électrique, mais lui, il faisait ça pour ses muscles. Il l'utilisait, d'accord, ok. Ouais, parce que tu vois, quand il a expliqué ça, je me suis dit, tiens, c'est marrant, c'est quelque chose qu'on n'exploite plus du tout aujourd'hui. Non, mais ça et the educator, le stimulator et le... Attends. Ah oui. Le troisième qui était... oui, je les ai quelque part. Attends, je tente de les retrouver. Parce que la dernière fois, je les ai on mettait les électrodes sur les doigts et ça mesurait la réponse galvanique de la peau et ça pourrait te dire si tu étais détendu ou non. C'est ça. Attends, je tente de Mind Control Trainer 1. The trainer, voilà, the trainer. Ça, c'était le trainer. Le stimulator était en fait surtout pour la douleur, mais ça faisait aussi travailler les muscles. Moi, je me rappelle, une fois, j'étais dans un cours graduate, j'avais très mal à la tête et je faisais une démonstration du stimulator et pouf, 2-3 minutes après, je dis, oh, il est parti.
Ah ouais, donc là, nous, en France, on ne l'a pas connu. Toi, tu les avais vendus, ces trucs-là, la Mind Control Trainer et tous ces modèles-là, tu les avais vendus Dans en les France? cours, non, mais si des gens étaient vraiment intéressés, je les commandais des États-Unis. D'accord, d'accord, d'accord. Parce que je sais que j'avais trouvé aussi, voilà, et ça, c'était le second Mind Control Trainer. Ouais, ça, j'avais trouvé ça tu sais, dans les newsletters. Donc, vu que je connaissais pas, donc c'est là où on mettait les doigts. Oui. Yes. Donc, ouais, ce qui était, moi, ce que j'ai trouvé vraiment intéressant dans ce qu'il nous disait, comme il disait, c'était un business de famille. Et c'est pour ça qu'à un moment, je lui ai posé la question, ouais, mais tu as vu quand même le truc exploser parce que il a été donc à partir de 77 là-bas. Et c'est vraiment le moment où il y a une expansion, et lui-même le disait, il dit, d'un coup, il y avait des centaines de personnes qui venaient au séminaire Silva aux États-Unis. Et puis après, et ça c'est intéressant, ce qu'il a dit avec Juan, donc Juan qui est devenu qui a aidé son frère José au développement, mais à l'international. Et j'ai trouvé que c'était hyper intéressant de comprendre que Juan, lui, c'est un spécialiste. Il était dans un business de quoi? Il était dans l'industrie, non? Il vendait des machines qu'on appelle vending machines, où on met de l'argent là-dedans et on peut acheter des trucs. Ah Il ouais, a d'accord. inventé lui-même avec la méthode Silva, en fait, parce qu'il a inventé un moyen, parce que le problème, c'était que si on changeait l'argent ou si on vendait à un pays où il y avait une autre largeur de pièces, évidemment, on ne pourrait plus mettre ça dans les slips. Ouais, bien Donc, sûr. il a trouvé un moyen de simplement fabriquer des tubes de tailles différentes qui pourraient prendre toutes sortes de pièces différentes. Et en plus, ça marchait sans électricité, qui était aussi important dans les pays où on avait beaucoup de problèmes de coupure d'électricité avec les ouragans et tout ça. Donc, il a fait vraiment une fortune avec ça. Ouais, alors ça, j'ai trouvé que c'était intéressant parce qu'en fait, il est allé travailler après avec son frère. Ouais. Et ce que disait Ed, c'est que la méthode Silva s'est beaucoup développée avec Juan parce qu'il avait un réseau qui était énorme. Il avait un carnet d'adresses énorme, ce qui fait, et ça, j'ai trouvé que c'était extrêmement intelligent. Là, on était vraiment dans la partie business de la méthode Silva, de comment ça s'est développé. Il a d'abord touché des jeunes entrepreneurs. Et ça, j'ai trouvé que c'était assez génial parce que c'est vrai qu'aujourd'hui, quand on pense à la méthode Silva, on pense au training basique, à ce qu'on va utiliser au quotidien. Et c'est vrai qu'on n'est pas tout de suite orienté pour se dire tiens, la méthode Silva, je vais l'utiliser dans de la vente, je vais l'utiliser dans du business. On est plus sur des notions du quotidien. Et j'ai trouvé que c'était très intéressant quand il a dit ça a fonctionné parce que lui, en fait, il touchait des gens qui étaient des managers ou des entrepreneurs qui pour leurs équipes, pour leur entreprise, ont appris la méthode pour avoir plus de business, pour mieux réussir. C'est intéressant comme porte d'entrée parce que nous, en France, toi, tu n'as jamais développé ce côté méthode Silva pour le business ou pour les ventes. Tu as fait, toi, déjà des séminaires spécial vente, spécial business? Ouais, tu as fait ça en France? Non, en fait, j'ai fait dans les entreprises, mais je n'ai pas fait justement un séminaire, voilà comment vendre avec la méthode Silva. De toute façon. Si, j'ai fait dans les entreprises. Tu faisais le séminaire de base ou tu faisais autre chose pour les entreprises? En fait, j'allais faire que les 2 premiers jours parce que j'ai été invitée en fait par le grand chef d'une usine Renault qui est juste à l'extérieur de Paris. Ouais. Et lui, il avait invité tous ses cadres, etc. Et lui, il était beaucoup plus ouvert que ses cadres quand même, parce qu'il utilisait déjà beaucoup l'intuition dans la vie de tous les jours et reconnaissait. Et lui, il voulait absolument qu'on fait les 4 jours quand même. Parce que le séminaire Business Silva, en fait, à une certaine époque, quand on l'enseignait, on enseignait uniquement les 2 premiers jours. Parce qu'on considérait que peut-être les hommes business n'aimaient pas trop cette idée de clairvoyance et tout cela. Et en fait, lui, il était persuadé que c'était très important pour les affaires.
C'est intéressant ça. D'ailleurs, avec Ed, on en parlait hier où il disait, alors ça a été ma question, tu vois, à un moment j'avais l'impression qu'il séparait le 1 et le 2, et le 1-0-1, le 2-0-2 en termes de cours, et après le 3-0-3 et le 4-0-4. Donc le côté plus intuition et le côté plus programmation, si je peux dire ça comme ça. Ouais, bon, je le scinde comme ça, même si c'est pas tout à fait juste. Et à un moment, il faisait justement il parlait d'un match de foot américain qu'il y avait eu entre Dallas et les 49ers de San Francisco, et où il disait on peut très bien utiliser le côté méthode Silva, programmation avec le miroir de l'esprit ou avec les 3 scènes, lui il parle des 3 scènes, etc., pour obtenir un résultat, ou il peut utiliser donc ESP, donc tout ce qui est l'intuition, pour savoir et ça j'ai bien aimé parce que c'était pas genre je vais savoir ce que va faire l'autre. Il a bien précisé, il dit vu que les 49ers et Dallas jouaient très régulièrement, au moins déjà 2 fois dans la saison ensemble, plus depuis des années ils se connaissent, ils ont des points de référence, ils connaissent les joueurs, ils connaissent les stats, ils connaissent les trucs, et de là l'ESP devient une notion à se dire quelle potentialité ils vont utiliser telle ou telle stratégie pour gagner le match. Et il disait que ça pouvait être intéressant. J'ai trouvé que c'était super bien formulé, cette notion-là, tu vois, de se dire j'utilise l'ESP, mais toujours par rapport à ce que moi maintenant j'ai vraiment capté là-dessus, qui est on a un sacré un ensemble de points de référence. Donc maintenant, on peut faire confiance à notre intuition parce que on sait comment jouent les autres joueurs, etc., etc. Et ça revient un petit peu à ce que tu viens de dire là avec Renault, où au bout du compte, le côté 1 et 2, les 2 premiers jours, c'est de la programmation, de la visualisation, apprendre à se détendre, apprendre à se relâcher, apprendre à être plus performant, ce qu'on veut. Et d'un autre côté, se dire qu'est-ce que je peux faire comme plan d'évolution sur tel projet, sur telle orientation, ou peut-être est-ce que je signe ou pas ce deal-là, pas simplement avec c'est du marc du café, hein, c'est j'ai un ensemble d'éléments, j'ai un ensemble de conditions, j'ai un ensemble d'éléments, je sais analyser et je fais confiance à mon intuition sur il me manque des infos, il me manque des références, il me manque des trucs, je vais peut-être devoir demander quelque chose avant de signer, etc., etc. Il y a anguille sous roche, quoi, tous ces trucs-là. Et c'est vrai que dès lors, c'est beaucoup plus concret. Je trouve que ça donne quelque chose de très, très concret dans la dynamique. Toi, justement, quand il expliquait tout ça hier, avec le sport, ou là, comme tu viens de le dire, avec le business, toi, c'est la vision que tu as de la méthode Silva pour le monde business. C'est comme ça que tu verrais l'utilisation de la méthode Silva dans le monde business. Quand tu proposais à Renault, comment tu l'orientais, toi? Tout à fait. Très tôt dans ma carrière, j'ai tombé sur un livre qui était, c'était pas même un livre Silva, hein, c'était tu m'entends toujours? Allô? Allô, Pank, tu m'entends? Allô, allô? Oula. Ok, on était coupé tempérairement, je sais pas. Ouais, c'est très bizarre. Ok, et il y a un mot au milieu. Ok, bon, d'accord. Je vais exclure ce mot au milieu, je vais essayer de ne pas m'exclure en même temps. Donc, j'exclus ce mot au milieu et ça revient normal. Et on est toujours en enregistrement. Donc, tout va bien. Excuse-moi. Je ne sais pas, ça a bugué. J'ai vu une petite signe qui disait Pank was kicked out by Pank. Oui, c'est bizarre comme expérience. C'est très bizarre. Donc, ouais, dis-moi au niveau, toi, de ta dynamique avec le business, c'était comment? Ça s'est passé comment? Je suis tombée sur un livre qui était ESP in Business et Ouais. qui était des interviews avec tous les top cadres aux États-Unis et comment justement ils expliquaient tous qu'ils comptaient beaucoup sur leur intuition. Bien sûr, les recherches, étudier les faits et tout ça, mais la décision finale, c'était je ne pense plus à tout ça, je laisse mon intuition me guider et qui avait justement des résultats assez spectaculaires. Donc, et puis il y a aussi le livre de Robert Stone, qui est quand même un livre Silva, Silva Method for Business Managers. C'est quoi en français? Je sais pas. La méthode Ouais, Silva je sais plus. pour Ouais. les, Pour les décideurs. pour les décideurs, voilà. Ouais.
Et là, il y a plein d'exemples comment utiliser intuition, communication subjective avec des gens difficiles ou pour déterminer quel est le vrai besoin de quelqu'un qui hésite à acheter, etc. Donc, et justement, quand on voit tout ça, on se dit, mais c'est vraiment dommage que beaucoup de gens croient que c'est que le premier week-end qui est intéressant pour les affaires, le sport et tout ça, mais c'est là où on décide, voilà ce que je veux et on programme pour l'atteindre. Mais il n'y a pas ce côté aussi réceptif. Mais qu'est-ce que je dois faire justement pour atteindre le mieux et comment je peux l'attirer, etc. Donc ça, je trouve intéressant que Ed a vraiment reconnu l'importance des deux côtés. Exactement. Moi, ça m'a même surpris. C'est pour ça qu'à un moment, j'ai posé la question. Parce que je me suis dit, tiens, il fait une séparation. Et après, quand je lui dis, mais tu fais la séparation, il dit non, mais c'est. En fait, avec l'habitude, je mêle les deux. Mais là, au départ, il nous avait bien dit, voilà, on va utiliser le miroir. Il a pris l'exemple de miroir de l'esprit. Et puis après, il passe sur l'ISP. Et c'est amusant, cette espèce de transition, alors qu'effectivement, quand on regarde dans la globalité, les deux sont exploitables complètement. Mais ça dépend. Et là, je trouve que tu viens de ressouligner, mais tu le dis souvent, quelque chose que je trouve génial, c'est il y a un côté, on est plus réceptif. L'autre, on est plus actif. Et ce qui est assez amusant, parce que si on y réfléchit bien, très souvent, le 1-2, on est quand même beaucoup plus actif. Et le 3-4, paradoxalement, on est plus réceptif. C'est amusant qu'on arrive dans un système où on pourrait, la plupart du temps, se dire je suis dans un espace de réception de moi-même, dans la relaxation, mon niveau de base, etc. Alors qu'en fait, dans la méthode Silva, on t'apprend à devenir plus réceptif et à savoir exploiter quand même l'actif, le côté yang de toi-même, mais dans les premiers jours. Et tu vois, je trouve que cette notion de l'ISP comme un élément de réception et dire aux gens, de bien souligner aux gens, paradoxalement, on fait des cas, mais en fait, on reçoit des informations du cas. Et dès lors, on est actif, mais en fait, en réception. Et c'est un peu peut-être ambigu d'un point de vue sémantique, parce qu'être actif, pour nous, c'est toujours faire. Alors qu'en fait, là, c'est on fait en recevant, donc en ne faisant pas. Il y a une espèce d'ambiguïté qui peut être complexe d'un point de vue mental. Et cette notion... une fois qu'on a reçu, on devient actif quand on voit la connexion mentale aussi. Donc, il y a toujours un aller-retour. Exactement. Mais ce qui est amusant, c'est qu'on développe dans un premier temps notre réceptivité. Tout le 3-0-3, c'est qu'est-ce que tu ressens, touche-le, quelle est la température, etc. Donc en fait, on apprend à être réceptif. Et c'est intéressant comme notion de se dire, tiens, une partie de mon apprentissage se fait dans une capacité à devenir réceptif. Parce qu'au bout du compte, la plupart du développement personnel, c'est tout est dit dedans, je me développe personnellement. Mais on dit rarement, j'apprends à recevoir, à acquérir, à comprendre, à ressentir, à vivre les choses. C'est intéressant comme petit, comme énorme élément. J'apprends à recevoir. Et c'est intéressant, la troisième élément de base, c'est sois prêt à recevoir. Demande ce qui devient, en fait, ce que tu dois, attends-le, quoi. Et je trouve ça assez génial comme notion. Ouais, alors, dans ce qu'il a dit hier, qu'est-ce qui toi, t'as marqué justement dans tout dans la première partie, on va déjà prendre, tu sais, quand on était en train de parler de son quotidien. Qu'est-ce qui t'a marqué quand il parlait de la famille? Alors toi, tu connais, donc c'est un peu différent quand il parlait de la proximité entre le building et chez José, qui pouvait aller travailler dans son salon à un moment donné, etc., etc. Mais qu'est-ce qui est revenu peut-être en tête quand il parlait de ça? Est-ce que tu as eu des images ou est-ce que tu voyais bien le business comme ça? Comment ça se passait? Là, c'était intéressant parce qu'on avait le côté vraiment business, c'est-à-dire comment il travaillait au sein de la méthode Silva, au sein de la Silva internationale avec José, avec Alex. Et tu as vu qu'il y a plein de reprises. Et tu me l'avais dit, hein, mais je ne m'en rendais pas compte. Tu m'avais dit, Alex, il était un peu fermé. Mais en fait, oui, il avait, comme il le disait très bien, c'est un management militaire. Donc, en fait, il y avait des process. Donc, toi, qu'est-ce qui a émergé quand tu as écouté tout ça? Moi, j'ai trouvé ça génial d'écouter
comment il vivait son quotidien là-bas. Qu'est-ce qui pour toi a été marquant? Comme tu dis déjà, c'était plein de souvenirs. Une image qui est revenue, justement, c'était la salle de séjour de José, où régulièrement, justement, chaque fois qu'on faisait un training pour les instructeurs, on était tous invités chez lui pour un repas, buffet, etc. Et c'était vraiment très génial parce qu'on était chez le grand chef, mais chez lui, dans sa maison, invités comme des amis. Et c'était vraiment très, très sympa. Ce qui m'a surpris, c'est quand il a parlé de 50 personnes dans les bureaux. Je dois dire que déjà 88, on n'était pas 50. Il y avait peut-être, pour vrai dire, je ne me souviens pas, parce qu'il y avait plein de petits bureaux un peu partout. Donc, ça aurait pu être entre 10, 20 personnes. Mais il y avait bien sûr le bureau de José Silva, qui était stocké, tous les murs, des livres, des livres, des livres. Et sur son bureau, je crois que je l'ai dit, dans un petit cadre, le certificat de la NGH, certificat de membre, toujours à jour. Donc, j'ai trouvé ça génial aussi. Ça, c'est assez amusant. Donc, il nous expliquait que donc le chef, hein, elle a utilisé, Lee a utilisé le mot le chef, mais apparemment c'était le nom dans la famille, c'était le boss, le patron, quoi. En fait, José, c'était le patron. Et ce qui est marrant, c'est, tu as vu quand il disait José, quand il l'appelait, il disait Silva, voilà, Silva au téléphone. En gros, il se présentait même pas en tant que José, c'était Silva, hein. Et apparemment, ça l'a marqué, tu vois. Il se faisait appeler par Silva et d'un coup, il faisait oh là, oh là. Et ce qui est très drôle quand on écoute Ed, nous, on dit José, mais lui, il dit Mr. Silva. Il dit tout le temps. Toujours. Monsieur Silva ou The Chief. Exactement. C'est incroyable. Tu sens le respect qu'il a pour lui. C'est un truc incroyable. C'est Monsieur Silva, Monsieur Silva, Monsieur Silva. Et tu sais, il y a des moments quand je dis José, je me dis, j'espère que je le trouble pas trop quand je dis ça, parce que tu sens qu'il y a un énorme respect dessus. Ce que j'ai trouvé intéressant, c'est tu sais, tout au début, il nous a dit, José, il était hyper speed. Il était hyper. Tout devait aller vite, tout devait être rapide, tout devait être fait. Il avait une idée, en gros, il voulait que ça aille très très vite. Et on peut bien imaginer, quoi. Moi, je ne l'ai pas connu, donc je peux pas voir. J'ai vu des vidéos, mais là encore, c'est trop dans des cadres spécifiques. Mais on peut bien imaginer que quelqu'un qui a plein d'idées et qui a envie de mettre plein de choses en place, il devait vouloir une forme de retour assez rapide sur les idées qu'il a parce qu'il voulait vite commencer ou mettre en application. Est-ce que toi, tu avais senti chez José cette espèce d'effervescence, d'action, de mouvement quand tu l'as rencontré et quand tu as bossé avec lui? Alors, pour vrai dire, il avait commencé à ralentir un petit peu avec l'âge, Ouais. mais c'était vrai qu'il était toujours très focalisé sur il y a des choses qu'on doit faire. Ce qui m'a impressionné, par exemple, c'était qu'on avait terminé un cours et je crois que c'était Laura qui disait on va sortir, on va fêter, c'est Paris, on va aller à un restaurant. Il dit d'abord, on fait le travail, après, on peut jouer. D'abord, il faut regarder les finances, il faut faire tout le travail d'abord. Et comme il disait souvent, la vie n'était pas supposée être une pause café. On est là pour travailler. Donc, il avait vraiment l'éthique du travail. C'était très clair. C'est intéressant ça. Donc, il avait une grosse valeur travail qu'il mettait en avant et c'est intéressant ça, cette phrase, la vie n'est pas une pause café. On peut prendre du plaisir, mais oui, mais ce qui est logique, on revient à ce qu'on disait la semaine dernière, c'est un doueur, donc c'est quelqu'un qui fait, c'est que les choses doivent avoir un sens et une utilité, donc on ne va pas perdre du temps avec des choses qui au bout du compte sont futiles, ont peu d'utilité. Je pense que c'est assez logique par rapport au caractère qu'on peut ressentir de José. Moi, je te dis encore, ça reste très projectif. Ce que j'ai bien aimé aussi, c'est qu'il disait, les horaires, c'était 8h, 17h. Hein. Bon, il y avait 1 heure pour déjeuner. Mais il y avait le week-end. Alors, c'était amusant parce qu'en gros, il disait
lui qui venait plutôt du monde du journalisme et où il n'y a pas d'horaire, où c'est tout et n'importe quoi, chez José, c'était très, très carré. Parce qu'à un moment, je voulais l'interrompre, mais je ne l'ai pas interrompu à ce moment-là, c'est que je me posais la question, quand il disait ça, est-ce qu'il incluait, parce qu'il disait le week-end, on ne travaille pas, sauf que le week-end, c'est là où il y avait les formations, non? C'était là où faisait les séminaires, non? Oui, mais si tu te rappelles, il y avait un moment, et ça je ne savais pas, Ed disait que José n'avait pas donné un séminaire de base entre 69 et 79. Et ça m'a vraiment surpris. Exact. Alors, peut-être, je suis sûre, il a fait des séminaires supérieurs, mais il avait fait le premier séminaire d'as depuis 10 ans en 79. Ouais. OK. Donc, je ne sais pas, mais... C'est vrai, ça. Ouais. Tu vois, ça, c'est peut-être des choses où il faudrait qu'on creuse. Je vais le mettre dans nos questions parce que ça serait intéressant de savoir qui est-ce qui, dès lors, était le. Donc, 66 premier. À partir de 69, c'est plus lui qui donnait directement. Donc, ça se passait comment? Il avait déjà formé assez d'instructeurs pour ça? Oui, justement, ça me semble très tôt quand même, parce que je sais qu'au départ, quand même, c'était développé très, très rapidement et beaucoup de gens voulaient être instructeurs tout de suite. Mais d'avoir déjà assez d'instructeurs pour arrêter de donner les cours lui-même en 69, oui, ça serait bien de lui demander. Ouais, je mets ça dans nos questions. Qui donnait cours? Comment c'était organisé? Je vais regarder aussi, tiens, je vais le mettre entre parenthèses, je vais regarder aussi dans les newsletters, parce que ça se trouve, je vais pouvoir voir comment c'était déjà organisé à l'époque. Comme ça, parce que je sais que dans la newsletter, c'est pas mal, c'est même très bien fait. On voit régulièrement comment le bureau se développe, les gens qui rajoutent, et à la fin, ils mettaient déjà les listings par état. Et c'est vrai que dès les années 70, il y avait du monde. Hein. Il y avait beaucoup de monde. C'est vraiment un système, je pense que de 66 à peut-être 80, ça s'est développé à une vitesse incroyable. Hein. Mais en fait, il est vraiment arrivé au bon moment, parce que comme il a dit, c'était un moment, c'était l'âge du Verseau, tout le monde était fasciné par l'esprit, il y avait les hippies et tout ça. Et il est arrivé, boum, au milieu de ça, pour donner un cours qui montrait comment contrôler ton esprit plutôt. Et comme elle disait, en même temps, il y avait aussi la méditation transcendantale. Exact. Parce que les gens étaient fascinés par l'idée de méditation. C'est ça, il y avait ça, il nous disait c'était intéressant, il y avait méditation transcendantale d'un côté, donc toujours cette notion de transcendance, il y avait tout le travail avec le LSD, tous les travaux avec les drogues en fait, pour vivre des expériences suprahumaines, etc., etc. Et c'est vrai que, ouais, effectivement, ça a été le bon moment. Et ce que disait tout à la fin Ed, c'est après, on est chacun dans nos croyances, hein, mais c'est les synchronicités un petit peu derrière à se dire, est-ce qu'il y a un hasard? Et on sait que José, lui, il ne croyait pas vraiment au hasard, mais cette notion pour que ça arrive à ce moment-là et que ça soit pile poil dans un axe de développement vraiment des États-Unis comme du monde, avec cette volonté d'aller au-delà du matériel à un moment donné et de comprendre davantage avec ce retour vers l'Asie, c'est vrai que c'est tombé au bon moment, quoi. Cette méditation dynamique, cette façon de voir les choses, c'est tombé au bon moment. On va s'arrêter tout de suite et je reprends dans 2 minutes. Hop.